Avec notre prochain conférencier, Yves Nadon, que j'invite à me retrouver sur scène. Donc, Yves Nadon, consultant en éducation et auteur, et en fait, le sujet de sa conférence, les classes doivent cultiver des lecteurs. Yves Nadon, nous vous écoutons. Bonjour. Je remercie l'ALQ de l'invitation. Je remercie l'ALQ de continuer la conversation que je trouve qui doit être continuée. La bourde du ministre Bolduc a fait qu'on a parlé beaucoup de lecture pendant un certain temps, mais après ça, on se tait au niveau de la lecture. Parce que tant que ça ne crée pas des vagues, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. On est en négociation syndicale, on parle donc de conditions de travail, mais on parle très peu de lecture et d'enfants, je trouve. Ce matin, j'écoutais en revenant en voiture, vous avez entendu le maire du Saguenay faire sa sortie sur les intellos, alors je vais essayer de ne pas être trop intello, puis je veux que vous sachiez que Greenpeace ne m'appuie pas dans ma démarche ce matin. Ceci étant dit, rendre les enfants lecteurs, c'est une responsabilité de l'école, sûr, mais ça dépasse l'école parce que ce n'est pas les enseignants ni les enfants qui ont décidé que la lecture allait être un point central des écoles, mais c'est la société. Et je trouve que la société se soucie peu de lecture et de lecteurs, mais se soucie plutôt de réussite scolaire, puis les deux choses, pour moi, sont très différentes. José Boileau, dans Le Devoir, écrivait ceci dans La tourmente du ministre Bolduc, de l'ex-ministre Bolduc. Il est néanmoins logique de déduire de tout ceci que l'école a failli à sa tâche première, apprendre aux gens à lire pour de bon et que cela tienne pour le reste de leur vie. Mais ça m'apparaît comme une exigence nouvelle. Il ne faut pas juste créer des gens qui savent lire, mais il faut créer des gens qui sont des lecteurs. Pour créer des liseurs, les écoles le font très bien. Les liseurs, on les fait. Mais les lecteurs, savez-vous qu'un adulte sur deux au Québec décide de ne plus lire en sortant de l'école parce qu'il considère que c'est une tâche scolaire et non pas quelque chose qui lui apporte quelque chose dans sa vie? 1 sur 2. J'imagine que c'est mieux que dans l'époque de mon père, j'imagine, parce que je ne me souviens pas d'avoir vu des hommes lecteurs à l'époque de mon père. Ma mère, oui, mais pas mon père, ni ses copains, ni ses joueurs de golf, ni ses joueurs de hockey. Personne ne lisait, en tout cas. Mon souvenir est ma mère et personne d'autre. Voici où nous en sommes. Il faut créer des lecteurs. Puis qu'est-ce qu'on fait en classe pour ça? Là, je quitte mes notes. Bien, il va falloir avoir des classes conviviales. Puis ce matin, Marie et Isabelle vous ont montré des classes où ça se passe. Mais sachez que ça ne se passe pas encore dans beaucoup de classes. Puis qu'il y a très peu d'universités qui mettent à l'avant la littérature comme étant ce sur quoi on devrait être centré quand on apprend à lire. Ce qu'elles font est un travail remarquable. Mais il est trop peu. Et trop d'étudiants sortent des universités en n'ayant aucun corpus scolaire, aucun corpus littéraire, ne savent pas quoi faire avec la littérature et se présentent dans des classes où il n'y a pas de livres. Une de mes stagiaires qui adorait lire, une enseignante brillante, après 4 ans d'études universitaires, je prévois que dans 10 ans, elle sera un mentor pour plein de gens, se présente dans sa nouvelle école et son budget de livres, bien, voyez-vous, il était de 200 $ et il y avait dans sa classe de 5e année que 6 livres permanent. Et tous les autres, où étaient-ils? Et elle se faisait dire par ses collègues de 5e année, parce que je ferais remarquer que Marie et Isabelle vous ont montré des classes de tout petits ce matin. Parce que ce qu'on remarque, c'est chez les tout petits, il y a beaucoup d'innovation, mais à mesure que les enfants grandissent, on a l'impression qu'ils sont capables, on s'en fiche un peu, puis ce n'est qu'à eux de devenir des lecteurs et l'école ne les soutient plus. Alors, je disais, oui, et elle se fait dire par ses collègues de 5e année, de toute façon, les enfants n'aiment pas lire. Vous imaginez des enseignants de ski qui auraient cette attitude-là, que de toute façon, ils n'aimeront pas skier. Le problème n'est pas chez les skieurs qu'ils ont entre leurs mains, le problème est chez l'enseignant de ski qui n'aime pas assez sa matière pour penser que les autres vont aimer ça aussi. Vous avez un premier point ici que je ne nommerai pas, mais que je pense que je viens de dire. Ça prend des classes où il y a beaucoup de livres. Ça prend des classes où les livres sont en quantité énorme pour abreuver ces jeunes lecteurs-là et ces plus vieux qui ont besoin d'avoir des quantités de livres énormes à leur portée de main. Et ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on leur donne des livres à portée de main, il se passe quelque chose dans la classe, puis je vais y revenir. J'adore cette phrase de Pennock. Pas que je sois contre la pédagogie. J'adore la pédagogie. Mais je trouve parfois qu'on dissèque trop les livres, qu'on les étudie trop, qu'on veut trop savoir
allons vers l'os de l'œuvre à chaque fois et qu'on oublie le plaisir qu'il y a à lire des livres. Ça, délaissons un peu la pédagogie ensemble. Oh, mais je n'ai pas besoin de me retourner, c'est juste devant moi. Délaissons un peu la pédagogie. C'est un peu imbécile. Puis allons juste observer ce qui se passe dans la vraie vie quand les gens lisent. Je pense que j'aime mieux me retourner. C'est mon ancienne classe que vous voyez à une certaine époque. J'ai enseigné pendant 28 ans qu'avec des livres. Et je suis avec Christiane Charette un soir. Je dis son nom, ça paraît bien. Elle trouve ça exceptionnel que j'enseigne à lire avec des livres. Puis moi, ça m'embête. C'est comme si on me disait, mais bon, il enseignait à faire du tennis avec des vraies balles et des raquettes. Puis ou il enseignait à faire du ski avec de la vraie neige et des skis. Puis tout le monde est, mais voyons, j'enseignais à lire avec des livres. Ça m'apparaît un peu normal. Non? Pas vous? Bien, les vrais lecteurs, les lecteurs sauvages, pas les lecteurs domestiqués, là, les lecteurs sauvages, quand ils ne sont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils choisissent leur lecture. Ils choisissent leur lecture. Ça ne vous apparaît pas? La perte de contrôle face au lecteur est tellement intéressante. Ils choisissent leur lecture, ils choisissent des livres de niveau approprié, ils ont des sources de suggestions. Bien oui, j'aime bien lire ce que Foglia aime ou aime pas, moi. Pas que j'aimerais lire avec lui, mais comme lecteur, je le respecte. Je ne suis pas certain que j'aimerais discuter de livres avec Foglia, mais comme lecteur, bon sang qui m'intéresse. Nous discutons de nos lectures, on prête nos livres. Je m'excuse, j'ai besoin de lunettes. Bon, il ne faudrait pas me le donner. On s'obstine à propos de nos lectures, on cite des passages, on justifie ce qu'on lit par des extraits, on connaît des auteurs, on est parfois boulimique, on bouquine, on a des rituels de lecture, on veut que d'autres lisent nos lectures, puis nous comprenons ce que nous lisons. Ceci, avec ceci, devrait être un corpus scolaire. Voici ce que les livres devraient être. Voici comment les livres devraient être utilisés dans les salles de classe. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis les rapports de lecture, les résumés de lecture. C'est drôle comment les lecteurs ne font pas ça quand ils sortent de l'école. J'ai rarement vu un libraire faire une activité scolaire hyper intéressante qui se passe au secondaire. Vous devriez le faire parce que ça marche. Vous êtes curieux, là. Alors, un lecteur se présente dans votre librairie et vous lui dites, il veut acheter un nouveau livre, vous lui dites, qu'est-ce que tu as lu en dernier? Ah, j'ai lu, je ne sais pas moi, L'ombre du vent. Ah, parfait. Mais avant de te vendre un livre, il faut que je vérifie si tu l'as bien compris. Alors, il y a un ordinateur en arrière avec votre nom d'utilisateur, un mot de passe que vous allez créer. Créez votre profil, allez dans l'ordinateur, on va vous poser 10 questions sur L'ombre du vent et si vous avez 7 sur 10, vous pouvez en acheter un autre. Puis si je ne réussis pas, vous le recommencez. Puis, ce qui est fantastique, c'est que les libraires n'auront même pas besoin de lire le livre. Mais ça se passe dans des classes au Québec en ce moment où les enseignants ne lisent pas les livres, n'ont pas de conversation autour de leurs livres. Les enfants vont sur des ordinateurs, répondre à des questions, et l'ordinateur leur dit s'ils ont compris ou non, et ça donne leur droit d'aller lire un nouveau livre. C'est extraordinaire quand même, hein? Plus d'interaction humaine, plus besoin de conversation. Et paf, tu sais si tu l'as compris ou non. Mais des enfants brillants, comme certains lecteurs, savent contourner tout ça. Ils savent quel genre de réponses vont être posées, comment les répondre, puis lire le livre en diagonale, puis réussir à avoir 8 sur 10, puis passer à un autre livre, ou avoir le droit de ne pas lire, surtout. Ça demande de l'organisation, enseigner avec des livres, ça demande une structure. Bien, voici à quoi pourrait ressembler une année en première année, de septembre à juin, avec un enseignant qui orchestre les livres, pas juste au niveau des habiletés, des sons, des connaissances et des lettres, mais autour de ce que c'est qu'un lecteur et comment un lecteur se bat avec les incompréhensions, comment un lecteur se bat avec les problèmes de lecture, avec les problèmes de phonétique, comment un lecteur fait pour avoir des habitudes saines, comment un lecteur varie ses habitudes. Et on fait tout ça en première année. Et ce que ça donne, c'est assez extraordinaire. Et là, je vais vous les lire parce que ça, on doit le lire. Les élèves lisent de 50 à 60 % plus dans les classes qui ont une bibliothèque scolaire correcte. Quand on a des livres à portée de main, on lit plus. La moyenne de romans lus dans les classes riches en livres et qui lisent beaucoup de livres de leur choix, 40.
5e et 6e année, dans certaines classes où ils ont des livres à la portée de main, bon, vous êtes assis, je suis content parce que je pense que vous auriez tombé en bas de vos chaises. 40 romans lus en moyenne dans ces classes-là. Pas juste les 5 obligatoires que j'arrête pas de lire qu'on devrait imposer au secondaire là, pour une année. 40. Et on parle d'enfants qui ont 10 et 11 ans et qui lisent en moyenne 40 romans par année. Mais comment est-ce que les enseignants font ça? Bien, ça prend des livres à portée de main, puis ça prend un enseignant lecteur. Puis ça prend un enseignant lecteur qui va organiser que sa classe devienne une communauté de lecteurs et non pas juste une série de belles petites activités faites avec des livres qui ressemblent drôlement à des manuels scolaires, mais qui ne sont pas des manuels scolaires. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de recherche pour prouver que les enfants qui lisent le plus seront de meilleurs lecteurs que ceux qui lisent beaucoup moins? Avons-nous vraiment besoin de recherche pour prouver que les lecteurs captivés par leurs histoires y mettront plus d'efforts? Avons-nous vraiment besoin de recherche pour prouver que ceux qui ont des livres en classe, à la bibliothèque et à la maison liront plus? Ça ne vous apparaît pas paradoxal à vous comme à moi qu'il y a si peu de livres dans certaines classes, que les enseignants n'équipent pas leur classe, que le gouvernement ne met pas le budget qu'il faut, que les preuves sont là, puis je suis certain que Marie et Isabelle ont plein de recherches depuis 30 ans qui démontrent, noir sur blanc, que des livres en salle de classe sont le facteur le plus important pour vraiment avoir un impact sur le type de lecteur que nous allons avoir. Puis en ce moment, j'arrive d'Edmonton il y a quelques semaines, et la classe était équipée en iPad. Tous les élèves n'avaient un. 15 livres dans la classe environ. Aucune recherche qui supporte que le iPad les rend lecteurs, curieux, motivés. Ça, voici ce que la recherche dit et voici ce que j'ai cherché à appliquer pendant toutes ces années. Qu'à tous les jours, chaque enfant a droit à ceci. Mais si on parle de charte beaucoup ces temps-ci au Québec, j'ai hâte qu'on ait une charte de la lecture, puis une charte des droits des lecteurs, comment on les traite, comment on les équipe, comment on fait des échanges avec eux. Ce serait bien d'avoir une charte de la lecture au Québec, en tout cas, puis qu'on place haut et fort que nous voulons créer des lecteurs au Québec. Ce serait une belle valeur québécoise à défendre, en tout cas. Puis elle serait unique, en tout cas, au monde, parce que j'ai rarement vu des chartes de lecteurs dans tous les systèmes d'éducation que j'ai visités. Ça, chaque enfant, chaque jour, a besoin de livres de son choix. Il doit les lire avec précision, donc ils sont à son niveau. Il lit des livres qu'il comprend. Chaque enfant discute avec ses pairs de ses lectures. Chaque enfant écoute la lecture d'un adulte fluide. Puis chaque enfant, chaque jour, écrit sur un sujet qui lui tient à cœur. Et ça, la recherche, elle est formelle là-dessus. Voici ce que chaque enfant devrait avoir à chaque jour dans les classes. Ouf, on est loin de ça. Alors, avoir des livres dans la classe crée des lecteurs. Puis, je dois vous dire que je n'ai pas vu de différence entre les garçons et les filles quand les classes sont bien équipées. Je viens de finir ma carrière d'enseignant sur une classe extraordinaire, 2 ans, première, deuxième année. Et les garçons, Louis, Alexandre, Marc-Olivier, Zachary, Juan, étaient d'aussi forts lecteurs que toutes les filles qui étaient dans cette classe-là. Et que se passe-t-il pour que ces garçons-là vont trouver peut-être un jour que la lecture, c'est pas pour eux? C'est ce qu'on fait avec les livres. Ce n'est pas la lecture qui ne les intéresse pas, c'est ce qu'on fait avec les livres à l'école. Puis on a besoin de faire un 180 degrés dans les classes en ce moment sur ce qui se passe entre la lecture et l'école. Mais laissez-moi vous montrer un exemple de 180 degrés. Je vais vous lire un texte qui vient d'une petite fille qui a 7 ans, elle s'appelle Noélie, début de 2e année, ça vous donne un peu, elle vient de finir sa première, commence sa 2e, et on est en train de travailler des textes d'opinion. On a lu des livres qui avaient des opinions et blablabla, je ne vous ferai pas tout le topo, mais je vais vous lire son texte. Puis rappelez-vous qu'elle vient juste d'avoir 7 ans et que nous sommes au mois de novembre. Ça va? Ce n'est pas un texte exceptionnel, là. C'est un texte d'une petite fille de cet âge-là. Mais quand on monte la norme, tantôt vous parlez de Vygotsky, puis qu'on exige un peu plus, regardez bien ce que ça donne. Puis je vais vous montrer la littérature ensuite, ce que ça donne dans tout ceci. C'est ses vacances au Mexique et c'est un texte d'opinion. Mais est-ce que vous aimez les pays chauds? Alors, si oui, l'endroit parfait pour vous est le Mexique. Là-bas, il y a de succulents tacos, il y a de magnifiques hôtels. Moi, j'adore aller au Mexique. Il fait presque toujours beau. L'avantage, c'est que quand il pleut, ça dure 15 minutes et ça arrête. Aussi, la pluie est très chaude. Mais un jour, ça m'est arrivé que la pluie était vraiment chaude et je me suis baigné sous la pluie. Ensuite, il y a les plus beaux hôtels que vous ayez jamais vus de votre vie parce qu'il y a de gros lits tout douillés, tout chauds. Puis après, les hôtels sont près de la mer. Aussi, est-ce que vous aimez les plats mexicains? Si oui, allez au Rapados, c'est le restaurant de mes amis mexicains. Là-bas, ils vendent de délicieux tacos, crêpes, œufs et saucisses et de l'agua de Jamaïca.
Et finalement, c'est pour toutes ces raisons, comme la nourriture, les hôtels et la mer, que j'adore le Mexique. Je lui donne 6 étoiles et demie. Wow, hein? On étudie en classe des auteurs, mais pas nécessairement juste pour les copier, mais pour s'inspirer de leur art et apprendre comment ils s'y prennent pour faire ce qu'ils font si bien. Comment ils s'y prennent pour qu'on les aime tellement, ces livres-là. Voici un extrait d'un livre de Jane Yolen qui s'appelle « Un appel dans la nuit », qui est épuisé, mais qu'on étudie toujours en 2e année chez nous pour apprendre comment on crée de l'ambiance quand on écrit. Ce voici. Par une nuit d'hiver, tard, très tard, à l'heure où d'habitude je suis au lit depuis longtemps, nous sommes sortis, papa et moi, pour aller à la recherche du Grand-Duc. Les arbres se tenaient immobiles comme des statues et la lune était si claire que le ciel en reluisait. Quelque part derrière nous, dans le lointain, un train lança son long sifflement comme une chanson un peu triste. On étudie ce texte-là, on le regarde, on le décortique un peu, on le fait sur plusieurs jours, on regarde comment ça peut aider notre écriture. Et Marc-Olivier, on est en septembre-octobre, début de 2e année. Il ne vient que d'avoir 7 ans, dans la même classe que Noélie. Écrit ceci. Ce n'est même pas son texte final, c'est un texte brut que j'ai photographié quand il est en train d'écrire. Voici son texte. Un jour, je suis allé prendre l'autobus et je marchais pour aller à mon arrêt d'autobus. J'entendais les oiseaux. Il y en a un que j'entendais plus. Je me suis approché très doucement, de plus en plus lentement, en faisant de moins en moins de mouvements. Et tout à coup, j'entendais un bruit de bois qui cogne. Je me suis dit, je suis à côté d'une maison qui se construit, mais j'ai tourné la tête et... C'est un pic-bois. J'avais le goût de revenir à la maison pour le dire à mes parents. Le pic-bois est monté sur mon bras et dans ma bouche, tous les mots que j'avais le goût de prononcer. Il s'est envolé, je me suis dit, quelle belle expérience, mais il ne faut pas que je rate mon autobus. J'ai très hâte de raconter cette belle coïncidence entre un petit garçon et un pic-bois. Mais bon sang, on est en septembre, il a 7 ans, puis il fait un texte aussi fort. Il ne l'a pas appris tout seul, il l'a appris parce que les auteurs ont une présence dans la classe. C'est comme ça la vie, quoi. Hein? Mais quand il écrit ceci, et ce sera votre conclusion? Oui, j'y arrive. Le pic-bois est monté sur mon bras et dans ma bouche, tous les mots que j'avais le goût de prononcer. Bien, il s'est levé puis il est allé chercher le texte de Jane Yolen qui était ceci. Nous regardions de toutes nos forces silencieux avec dans nos bouches toute la chaleur des mots que nous ne prononcions pas. Et de lui-même tout seul, il est allé chercher de l'aide d'un auteur pour dire exactement ce qu'il avait le goût de dire. Il n'a pas copié Jane Yolen, il s'en est inspiré puis a gardé les mots dans sa bouche. J'aimerais que l'école parfois ressemble à la scène que je vais vous montrer. Oh, 1 minute. On m'avait dit que j'avais 2 minutes quand vous disiez conclure. Non. Mais ça va conclure. Vous regarderez ça. Ma belle-fille, elle est sourde. Et quand elle a eu les enfants, on est un peu inquiet à voir est-ce que ça allait avoir un impact sur leur langage, blablabla. Je ne sais pas combien de fois on a tapé autour de la tête des enfants pour être certain qu'ils n'étaient pas sourds. Puis un soir, elle est chez moi, puis elle décide de lire un nouveau livre que j'avais reçu sur la table aux enfants. Mais regardez bien ce qui va se passer. J'ai plus mal. J'ai mal. Je vais lire. Parce que je suis voir peut-être ta vie, maman. Quand je peux pas te faire des petits. Parce que... Et le grand-père qui allait couper la caméra juste avant. Bien, je trouve que l'école devrait ressembler à ça, où la lecture élève l'individu, le rend citoyen responsable, le respecte comme lecteur et ne se sert pas de la lecture ni de l'écriture pour faire du triage social et dire à certaines personnes, la lecture n'est pas pour toi parce que tu n'es pas à la hauteur de ce que l'on veut. Merci.